Bonjour Marc, je suis très heureux que tu sois mon premier invité de cette émission qui s'appelle Oser l'inspiration, et je pense que tu as toute ta place dans cette émission. Donc je suis très heureux que ce soit toi mon premier invité, on comprendra mieux pourquoi tout à l'heure. Que viens-tu faire Marc ici? C'est quoi pourquoi tu es là? En fait, je viens pour faire quelques tours de roue, pour me remettre en selle, c'est le cas de le dire. La vue m'a quitté, et donc j'ai dû quitter le vélo. Et Ok. depuis, j'ai plutôt pratiqué en tandem et sur home trainer. Et aujourd'hui, j'ai envie de reprendre le vélo en solo pour aller sur un objectif qui est de monter un col dans les Pyrénées, qui s'appelle l'Aubisque. Alors, on a vu le reportage. J'aimerais savoir quand est née en toi cette envie de faire du vélo, mais tout seul, alors que tu es non-voyant. Alors ça, c'est pas venu au hasard, ça, c'est venu suite après avoir regardé une émission qui s'appelle Toujours se relever. C'est plutôt un reportage qui s'appelle Toujours se relever sur Yves Auberson. Cet homme qui, à 45 ans, touché par la maladie de Parkinson, a voulu démontrer justement de par ce qu'il a réalisé le fait que Parkinson, ça touchait pas que les personnes âgées. Et pour cela, il a entrepris de traverser les Alpes suisses, c'est-à-dire 1200 km, 40 000 mètres de dénivelé, sachant qu'il était très touché par cette maladie. Il avait énormément de mal à marcher, il marchait de droite à gauche, d'avant en arrière. Il lui a fallu 3 mois. Et pourquoi ça s'appelle toujours se relever? Parce qu'il est tombé plusieurs fois, il a été recousu, les entorses, etc. Et quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, ce bonhomme, et cette force qu'il avait, ce caractère, cette pugnacité, et je me suis dit, Marco, voilà, ok, t'y vois plus, mais t'as toujours tes 2 jambes. Mmh. Voilà, t'aimes faire du vélo. D'accord. Et là, du coup, tu t'es dit, ouais, j'aime faire du vélo, mais voilà. Mais pourquoi ce déclic? Qu'est-ce qui faisait que tu avais vraiment envie de le faire, quoi? Le problème qui se passe, c'est qu'avant de perdre la vue, je pratiquais le vélo en solo. Il y a des sensations qui sont propres au fait de maîtriser sa machine, de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut avec son vélo. Là, depuis, j'ai plus pratiqué en tandem ou sur home trainer. Et par conséquent, je voulais retrouver un peu ces sensations d'être seul sur un vélo. Sauf que entre temps, il s'est passé plusieurs années et il y a eu la vue qui est partie. Donc ça n'a pas été forcément facile de remonter sur le vélo. Ouais, j'imagine. Ben, ça, on en parlera tout à l'heure. Et quand tu dis, voilà, tu as la vue qui est partie, mais à l'origine, si j'ai bien compris, dès la naissance, il y a une problématique autour des yeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans quel contexte tu es né, tout simplement? Je suis né avec ce qu'on appelle une cataracte congénitale. C'est une opacification du cristallin. Sachant qu'il y a plus de 50 ans de cela. Donc voilà, donc dès le départ, il y avait ces problématiques de vue qui, suite à plusieurs opérations, ont pu s'améliorer. Voilà, les problèmes ont pu en partie être résolus, mais... D'accord. Tu dis il y a plus de 50 ans, tu as quel âge aujourd'hui? 59 ans. 59 ans, ouais. Et donc, alors tu m'as parlé d'opération, mais si j'ai bien compris, la vie a fait que tu t'en sortes d'une certaine manière, dans le sens où tu étais suivi par un thérapeute, mais il n'était pas parti dans l'optique d'une opération. Et c'est ton père qui a croisé quelqu'un? Tu peux me raconter cette histoire? Comment ça s'est passé? Oui, alors j'étais minot, hein, j'étais très jeune. Je voyais un ophtalmo et pour lui il y avait pas d'opération. Et c'est un jour, j'étais avec mon papa à la caisse primaire d'assurance maladie et il entend une dame à côté qui vient pour son fils qui va se faire opérer des yeux. Et donc mon père a interpellé cette dame pour lui demander quoi, comment. De là, on a consulté la clinique Sourdine à Nantes. Et c'est de là qu'est parti tout le périple opératoire pour essayer de rétablir une situation un peu plus que correcte, quoi. D'accord. Et s'il n'y avait pas eu cette rencontre à la CPAM, tu en serais où? J'aurais été non-voyant de très bonne heure. D'accord. De très bonne heure. Parce que le cristallin se serait complètement pacifié, donc par conséquent la lumière ne traversant plus. Voilà. Et tu as été opéré une fois, plusieurs fois?
CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 2 opérations par an, ça fait 10 opérations. Waouh, d'accord. Et donc une scolarité perturbée. Ah, oui, parce que surtout qu'à l'époque, aujourd'hui, la même opération du cristallin, on rentre le matin, on sort le soir et on a un cristallin tout neuf. Moi, dans le temps, c'était enlever le cristallin, mais on ne remettait pas un autre cristallin. Et rien que pour ça, c'était une semaine à la clinique. Et après, il y avait, je sais plus, 15 jours, 3 semaines sans aller à l'école. Ouais. D'accord. Ouais, Donc, donc, 2 fois par an. oui, donc ça fait quand même beaucoup de moments loupés. Et quand tu étais à l'école, tu arrivais à voir suffisamment bien quand même pour pouvoir suivre comme tout le monde ou c'était compliqué? La primaire, des souvenirs que j'en ai, il y avait une classe pour malvoyants. C'était l'école Jules Ferry, qui est place Jules Ferry à Niort. À l'époque, il y avait une classe pour malvoyants. Donc là, il y avait déjà une certaine sensibilité. Quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, tiens, déjà à l'époque, il y avait... Et donc, j'ai eu une scolarité, on va dire, un petit peu adaptée. Pas comme ça l'est aujourd'hui. On a pris conscience de beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'était déjà un début. Ouais. Donc, j'ai eu pour le primaire, oui, pour tout ce qui était la primaire, j'ai eu voilà, une classe adaptée. Mais après, non, c'était plus le cas après. D'accord. Et classe adaptée, c'est-à-dire que j'imagine qu'il n'y avait pas 10 ou 15 non-voyants de ton âge. Donc vous étiez plusieurs non-voyants ou... Alors, il n'y avait pas de non-voyants, c'était des malvoyants. Ou malvoyants, oui, pardon. Oui, il y avait des malvoyants, c'était pas, voilà. Alors, voilà, bien sûr, tout ce qui était écrit au tableau était plus gros, des impressions plus importantes, etc. C'était adapté pour la malvoyance, sachant que, en plus, on était dans les balbutiements de la découverte entre les différentes problématiques de mal voir, si je puis dire, entre la vision tubulaire, la vision excentrique, il y a plusieurs types de malvoyance, quoi, si je puis dire. Et en scolarité, tu te retrouves avec des personnes qui, comme toi, ont une déficience, et les personnes qui sont dans les classes, qu'on va dire, normales, entre guillemets, tu les côtoies pas ou tu les côtoies à la récréation ou Oui, je les côtoie à la récréation, en dehors de l'école, parce que ça reste quand même tous les enfants de mon âge sont du quartier, du coin, de la rue voisine, donc on se connaît quand même plus ou moins tous. Parfois un peu compliqué, hein, on connaît la situation, les problématiques qu'il y a entre les enfants. Voilà, dès qu'on a une paire de lunettes, voilà, il y a des petits noms un peu sympathiques qui volent à l'époque, mais voilà. D'accord. Mais après, ça t'a pas empêché pour autant d'avoir des bons copains, des bons amis. Ça n'a pas été un facteur limitant? Non, ça n'a pas été un facteur limitant, peut-être plus en rentrant en 6e, parce que c'est plutôt moi qui ai eu du mal à en parler. Je me mettais toujours devant, je disais jamais pourquoi je me mettais devant, voilà, c'était pas quelque chose auquel j'étais à l'aise, quoi. D'accord. Ouais. Et ta scolarité, alors tout se passe normalement, tu as une scolarité classique jusqu'au bout ou à un moment donné tu évolues différemment parce que ta vue te perturbe? J'ai une scolarité jusqu'en 5e. Ouais. Et en fait, je m'aperçois que c'est vachement dur pour moi de suivre. Alors, est-ce que c'est dû au fait que j'ai eu beaucoup d'absentéisme? Est-ce que c'est dû... j'avais pas trop envie. Toujours est-il que voilà, je suis rentré en apprentissage en sortie de 5e. D'accord. Apprentissage. Et donc, tu avais quel âge en sortie de 5e? 16 ans. 16 ans, d'accord. Donc, si tu avais 16 ans en 5e, tu avais un peu d'années de retard ou tu avais déjà pris du retard ou pas? Oui, j'avais pris du retard. Ouais. J'avais dû redoubler, je crois que c'était au niveau de la 5e. La 6e, pardon, j'avais dû redoubler, ouais, je crois. Ok, ouais. Et donc, tu pars en apprentissage et tu fais quoi en apprentissage? Là, j'étais dans quelque chose qui me plaisait parce que c'est un peu scientifique. J'étais dépanneur en électroménager. Ça va aller de la petite cafetière en allant jusqu'à la machine à laver. J'étais dans un très gros établissement qui était sur Niort. D'accord. En tant qu'apprenti. Et tu as mené combien de temps cet apprentissage? Ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a même pas fait 1 an parce qu'il y a eu la visite médicale obligatoire et là je me suis retrouvé devant un médecin qui m'a dit non c'est pas possible avec la vue que vous avez. Je me souviens d'avoir essayé de négocier un petit peu avec lui, avec les mots que j'avais moi à l'époque. Ouais. Donc il m'a fait penser que j'allais pouvoir continuer. Puis quand je suis retourné à l'atelier, voilà, une demi-heure après, la patronne est venue me voir et elle m'a expliqué que je pouvais pas rester, quoi. Et pourquoi tu pouvais pas rester? Parce que le médecin du travail entre-temps avait appelé en disant que j'avais pas la vue nécessaire pour pouvoir rester. Et quelle était la problématique qu'est-ce qui était le risque de fait de ne pas bien voir? On
on est dans un métier où voilà, on gère du courant, on gère de l'électricité, du Ouais. matériel qui fonctionne à l'électricité, etc. Donc voilà. Il y a peut-être les codes couleurs aussi à bien gérer, peut-être. Oui, alors dans l'électronique, effectivement, il y a tout ce qui est code couleur, des composants électroniques, effectivement. Là, oui. D'accord. Et comment tu l'as vécu, là, du coup, le fait qu'on te ferme la porte alors que tu avais envie, que tu te sentais quand même Ouais, ça a été capable? un échec. Ça, je dois avouer que ça a été un gros échec. Je ne savais pas quoi faire de ma peau. Ouais, ça a été compliqué. D'accord. Et comment tu as rebondi? J'ai été orienté vers ce qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle le Mission Locale à Niort. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont dit que voilà, il y a peut-être des choses à faire. Mais je leur ai pas parlé de mes problèmes de vue, donc ils n'ont pas pu prendre ça en compte parce que je n'osais pas en parler non plus. D'accord. Donc voilà, j'ai fait quelques stages par-ci par-là, j'ai passé mon BAFA, voilà, j'ai animé des centres aérés, des colonies de vacances. Et ça s'est bien passé quand tu animais Ouais, c'était chouette, c'était très très belles expériences, hein, c'est très très belles expériences. Ouais. Donc ta vue n'était pas limitante, en Non, tout cas à ce moment-là. pour certaines choses, non, mais je m'apercevais que j'étais limité quand même. Voilà, je contournais des fois pour certaines situations, voilà. Mais tu le disais pas. Non, c'est ça, c'est le côté, ouais. Ouais. Et alors du coup, tu as fait quoi? Tu as fait des stages, tu as fait de l'animation, comme tu viens de le décrire. Et après, tu fais quoi? Tu continues ou dans ce domaine-là ou tu fais autre chose? Alors, non, oui, il y a eu plusieurs choses. C'était en 91, je me suis inscrit à l'AFPA pour passer CAP, BEP d'électromécanicien. Il faut savoir qu'entre-temps, ma vue avait progressé. C'est ce que mon ophtalmo m'a fait comprendre plus tard, en me disant, tant que tu seras bien dans ta tête, normalement, ça devrait bien se passer. D'accord. Donc là, j'avais une vision qui était aux alentours de 8 dixièmes sur un œil, ce qui était très très bien. Donc voilà, j'ai été à l'AFPA, passé CAP, BEP électromécanicien, option programmeur automate, c'était un petit peu une revanche sur la vie. Et après, j'ai été pratiquer ce métier d'électromécanicien, principalement en intérim. D'accord. Et quand tu dis que c'est un peu une revanche sur la vie, c'était par rapport à ta scolarité où on t'avait un petit peu l'apprentissage, où on t'avait fermé un peu la porte, et là tu te dis, bah, finalement j'en suis capable, c'est ça, ça Oui, revanche? oui, un côté, oui, c'est effectivement dire, oui, j'en suis capable, oui, j'ai compris, oui, je maîtrise le sujet, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, c'est un peu une revanche sur la vie d'avoir cette compétence qui est reconnue, donc c'est chouette. D'accord, ouais. Et tu m'avais aussi parlé que tu avais fait aussi des animations, mais plus qu'en centre aéré, si j'ai bien compris, des animations musicales. Tu as fait ça aussi dans Ouais, cette ça, période-là? c'était une activité très importante. C'était en parallèle, justement, de la pratique du métier d'électromécanicien. D'un côté, je maniais le tournevis et de l'autre côté, le micro. Donc j'ai commencé tout petit, à louer du matériel, à animer une ou deux soirées. Petit à petit, j'ai acheté du matériel. L'activité a pris de l'importance. Ouais. C'était une activité, pardon, je t'ai coupé, mais c'était une activité rémunérée. Tu gagnais ta vie Oui, un peu avec ça? il y a eu deux profils en tant qu'intermittent de spectacle et en tant que une activité entreprise, quoi. D'accord. Et tu as commencé à quel âge? Déjà en 91, je pratiquais déjà en 91, ouais. C'est monté crescendo dans les années 90 et ouais, c'était assez important, ouais. D'accord. Et tu pratiquais, donc tu avais déjà quelques années d'avance, quelques années avant 91, tu pratiquais ou pas spécialement? Années 91, oui, je pratiquais déjà un petit peu, mais c'était vraiment très marginal parce que je savais pas comment développer, j'avais pas encore ces connaissances en termes d'électricité, etc. Enfin, il y a tout un tas Ah oui, d'électronique, donc tout s'est regroupé en fait à un moment donné. Les choses, voilà, les dominos se sont empilés. J'avais une connaissance en termes d'électromécanique, ce qui m'a permis d'être plus à l'aise dans la gestion, l'adaptation, le profil du matériel, etc. et tu faisais quoi? Quel genre d'animation tu faisais? Alors, ça allait. Alors, quand je vais dire petit mariage, c'est pas pour dire en termes de qualité. Je parle en termes de nombre de personnes, car
pour ma part, il n'y avait pas de petit mariage en termes de qualité de travail à mariage. Ouais. J'étais toujours pris de la plus belle des manières pour que il y ait voilà, essayer de faire le travail le plus correct possible. Donc c'était voilà, principalement des petits mariages qui m'ont fait démarrer pour gagner les premiers sous et après construire mon parc son et éclairage. Voilà, pour ensuite être complètement autonome. Et après, ça pouvait aller de l'animation commerciale dans une galerie marchande ou dans un grand magasin, comme faire de l'animation extérieure. D'accord. Animer par exemple le Puce Moto à Noron, qui était un gros événement. Ah oui, ouais, ouais. Et comment tu faisais pour y aller? Tu avais eu le permis de conduire? Tu étais autonome ou tu devais avoir quelqu'un qui te... Alors j'ai fini par avoir le permis de conduire. Oui, j'étais autonome, ouais. D'accord, ouais. Donc tu pouvais gérer toi-même tes déplacements. Donc pour l'instant, à ce moment-là, ta vue était encore qui te permettait encore une pleine autonomie ou quasiment pleine autonomie. Oui, alors j'avais mon permis, mais la nuit c'était compliqué. Enfin, je fasse attention, ayant 8 dixièmes sur un œil, quand on n'a pas la même acuité visuelle sur les deux yeux, on n'a plus les contrastes, on n'a plus les reliefs surtout. D'accord. Donc on n'a plus le 3D. Donc voilà, la nuit c'était un peu compliqué. Enfin, je fasse attention, ouais. Et cette autonomie, tu l'as, mais à un moment donné, tu vas arrêter de conduire parce que ta vue ne te le permet plus. C'est qui a pris les décisions? C'est de toi-même que tu t'es dit, bon, là c'est peut-être dangereux, il faut que j'arrête, ou c'est quelqu'un qui t'a dit, Marc, c'est pas sérieux, faut que tu t'arrêtes? On repousse tout le temps l'échéance. Je savais que j'étais en sursis, qu'à un moment donné, ça allait péricliter. Fin des années 90, voilà, le vent a tourné, petit à petit, ça partait. J'ai réduit mes déplacements. Ils se sont limités dans les derniers temps que dans mon petit village où j'habitais avant. Et puis voilà, un jour j'ai rencontré ma compagne, mais ça s'est fait naturellement. C'est elle qui a pris le volant et la transition s'est faite automatiquement et j'ai arrêté de conduire comme ça. D'accord. Ok. Et donc voilà, tu dis progressivement, tu as vu ton acuité visuelle diminuer. Et si j'ai bien compris, tu es allé dans un centre spécialisé de formation d'aider les personnes déficientes visuelles, voire non-voyantes, à se débrouiller dans la vie, c'est ça? Oui, à partir du moment que je pouvais plus conduire, je pouvais plus faire mon activité. Qu'est-ce que j'allais faire de ma peau? Et là, faut savoir que là, on parle de début des années 2000. J'avais pas d'informatique, Internet pour moi c'était lointain. Comment se renseigner? Où ça? Qui? Comment? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, on me dit tu peux faire accordeur de piano. Bon, ok, très bien. Rempailleur de chaise. Ou alors on va t'apprendre l'informatique et tu vas faire le métier de chargé clientèle. Ok. Et là, je me dis, oui, comment je vais faire? Il y a des écoles spécialisées, notamment une qui est à Vertou, dans l'Institut Léo Thébaudière, qui est spécialisée dans la formation informatique, braille pour non-voyants. Et je suis parti 2 ans dans cet institut où là, j'ai commencé d'abord par apprendre le braille, apprendre à me servir du clavier AZERTY sans le regarder, quoi, en fait. Au début, ça me paraissait complètement incroyable, inaccessible. Puis en fait, ça s'est fait tout seul, à force de travail, de persévérance. Et puis une école qui sait vous apprendre. Et voilà. Donc ça a été un reclassement professionnel, en fait. Et je regrette pas aujourd'hui, je regrette absolument pas. Ouais, tu dois beaucoup à cette école? Qu'est-ce que ça t'a... Je dois beaucoup, oui, absolument, parce que je me dis qu'aujourd'hui, si je n'utilisais pas l'outil informatique, je ferais pas grand-chose. Ça paraît peut-être... mais je ferais pas grand-chose. Aujourd'hui, ça me permet de mettre en place des actions, participer à des actions, de communiquer, d'échanger, voilà, d'être à l'affût de tout ce qui se passe. Moi qui suis un passionné d'électronique, d'électromécanique, de tout ce qui est domotique, etc. Si j'avais pas appris l'informatique, je ne pourrais pas aller chercher l'information, voire même transmettre et apprendre. Et comment tu as vécu ce passage? Donc c'est pendant cette formation de 2 ans, ta vue continue à se dégrader, de déficient visuel, tu n'es pas encore complètement non-voyant, mais tu vois de moins en moins bien. Et à quel moment tu as perdu la vue
Ouais, ça en fait, ça déclinait petit à petit, mais il y a eu quand même un événement qui a été le facteur déclencheur, qui, je dirais, qui a fait un peu le clap de fin. C'est le décès de mon papa, et là, ça a été un peu compliqué. Donc là, je crois que là, ça a bloqué, ça a bloqué les nerfs optiques, ils ont fait blackout. D'accord, oui, il y a eu un impact du décès. Ouais, Psychologiquement, ça a eu un impact aussi sur ta vue. bien dans ta tête, bien dans ton corps. Et puis les anciens qui disaient arrête de te tracasser, tu vas te faire des cheveux blancs, c'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin. Ouais. Et c'était en quelle année alors On était en 2013 là. 2013, d'accord. Donc là, la formation, tu me disais au début des années 2000, donc tu as passé 10 ans où progressivement ça a Oui. décliné Oui. avec le moment, on va dire, le moment fatal avec le décès de ton papa. Et entre-temps, tu as fait quoi alors après la formation, tu es parti faire quoi? Alors pendant cette formation, il y avait une partie intégration d'entreprise, stage en entreprise. J'ai découvert l'entreprise niortaise où j'ai été faire un stage en tant que chargé clientèle. Et donc cette formation s'est arrêtée au mois de juillet 2003 et au mois de janvier 2004, j'intégrais cette entreprise en CDI. D'accord. Et quand tu dis chargé clientèle, donc il y a plusieurs façons de charger clientèle. Tu peux être en déplacement, aller voir les clients. Là, du coup, comment tu fonctionnes concrètement? Parce que j'imagine que tu ne vas pas déplacer. Oui, effectivement, la question est intéressante parce qu'il y a plusieurs profils. Là, c'était la relation client par téléphone, donc avec un outil informatique. Alors à l'époque, je travaillais à l'écran avec un logiciel qui permettait de grossir l'écran là où je voulais me retrouver. Enfin voilà, c'est très perfectionné, c'est des outils très très perfectionnés qui me permettaient d'accéder voilà l'information via l'écran. C'est comme ça que j'ai démarré l'entreprise et après quand le blackout est arrivé, c'est là où l'outil informatique a changé. Ça a été la synthèse vocale et la plage braille. C'est vraiment sur un poste adapté pour non-voyants après. Et pour en arriver là, si on revient sur cette période de formation, donc tu as dû apprendre le braille, c'est pas complètement évident parce que tu as quand même été longtemps à pouvoir te débrouiller de manière quasiment autonome, et en tout cas comme tout le monde. Moi, tu me demandes d'apprendre le braille, ça sera pas simple. Donc ça a été fluide cette formation ou est-ce que parfois tu as eu envie de baisser les bras ou ça a toujours été plutôt... Non, cette formation, quand je réfléchis à ça, moi, honnêtement, j'étais loin de partir avec la fleur au bout du fusil. J'étais loin d'être sûr de moi, etc. Pour apprendre le braille, ça a été 2 heures tous les matins, 5 jours par semaine, pendant 3 mois. Et les 2 autres heures de la matinée, c'était l'apprentissage du clavier AZERTY. Donc c'était ça les 3 premiers mois de la première année. Et le matin, ça voilà. Donc 2 heures de braille, 2 heures d'informatique. Moi, la pause qu'on enlève d'un quart d'heure entre les deux, voilà. Ça a été ça le programme. Et après, l'après-midi, de cette première année, c'était l'apprentissage de l'outil informatique, des différents logiciels, etc. Donc c'était une progression, mais et le braille après, c'est comme tout, on peut apprendre à lire le braille, mais si on veut lire de plus en plus rapidement, il faut lire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour développer le toucher, le tactile, la sensation. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Quelqu'un qui est non-voyant de naissance et qui aura appris le braille de bonne heure lira beaucoup plus vite que moi. Bien sûr, ouais. Et psychologiquement, le fait d'être dans cette école, que tu sais que tu vas perdre la vue, tu sais pas à quelle échéance, mais tu as compris que tu en arriverais là. Psychologiquement, tu arrives à le vivre facilement ou parfois tu as vraiment envie de tout laisser tomber ou non, ça va parce que tu sais que tu veux avancer et que tu trouveras une solution. Comment tu le vis? J'ai mes moments à moi, mais que je ne partage pas parce que mon sac à dos, je préfère le porter. Je préfère le porter tout seul, mon sac à dos. Donc il y a des moments de nostalgie où je me souviens quand je conduisais ou quand je faisais de la moto ou quand je faisais des choses où il y avait cette liberté de dire je prends ma voiture, je vais faire la surprise à mon copain. Voilà. Ça c'est plus possible. Donc c'est rien des petites choses comme ça. Ou alors
quand j'étais à Nantes, justement, j'avais une collègue non-voyante et je lui avais dit qu'est-ce qui te manque le plus? Et je me souviens, elle m'avait dit l'expression des visages. Et je me rendais pas compte à quel point elle avait raison, parce qu'aujourd'hui, ouais, lire dans les yeux, c'est quelque chose d'assez, ouais, qui n'est plus possible de faire. Et c'est bien dommage, hein, parce qu'il y a quand même les expressions du visage qui peuvent être intéressantes, et ça ne l'est plus. Donc il a fallu faire abstraction de ça, apprendre différemment, écouter différemment, appréhender différemment. Et dans cette période-là, qui est un petit peu charnière quand même dans ta vie, comment ton entourage vit les choses? Comment ça se passe avec ta compagne? Elle te soutient? C'est difficile pour elle aussi parce que tu es parti longtemps, mais en plus c'est un petit peu dans l'inconnu. Comment elle le vit? Comment vous le vivez cette Je dirais qu'elle a complètement confiance en moi. C'est une service logistique terrible. Elle est tout le temps là pour répondre. Enfin, c'est incroyable. Elle va pas beaucoup le verbaliser, mais ce sera dans l'action. D'ailleurs, j'ose pas lui demander des services parce que j'ai l'impression que je vais lui en demander de trop. Mais elle réagit toujours de la belle manière. Voilà. C'est un vrai plus. Bah oui, c'était un super soutien, ça y est pas photo. J'étais loin, enfin j'étais loin à Nantes. On était dans les débuts des téléphones portables. Voilà, on pouvait pas échanger comme on voulait parce qu'à l'époque il y avait pas les forfaits qui permettaient de téléphoner de manière illimitée. Toutes ces petites choses-là, donc voilà. Et donc après, tu pars travailler dans une entreprise. Alors, je vais la citer, hein, c'est Intermutuelle Assistance. C'est là où tu réponds au téléphone pour les gens qui sont en demande d'assistance. Alors, comment ça se passe quand tu es sur ton poste de travail? Alors, est-ce qu'il a évolué déjà, Intermutuelle Assistance? Est-ce que tu es rentré comme non-voyant, comme simple déficient visuel? Comment ça s'est passé? Alors, je suis rentré comme déficient visuel. Je travaillais encore à l'écran, avec un agrandisseur d'écran, hein, comme je disais tout à l'heure, un logiciel qui permet de grossir l'écran et même d'inverser les couleurs, de choisir les couleurs pour s'adapter justement en fonction de la déficience visuelle. Et ça, c'était super bien. D'ailleurs, ça m'a amené, moi, à découvrir tout ce qui pouvait exister en termes d'adaptation pour non-voyants. Et petit à petit, voilà, la vue s'en allant, le logiciel ne pouvait pas subvenir à tout et il a fallu passer au braille. Après, je suis passé au braille et à la synthèse vocale, c'est-à-dire que j'ai un casque que l'on appelle binaural. D'un côté, j'entends mon interlocuteur, donc qui appelle, qui a besoin d'assistance, et de l'autre côté, j'entends mon informatique qui parle. Ce qui me permet d'avoir deux retours, un retour tactile via le braille et un retour audio. Ça, après, c'est propre à chaque utilisateur. Il y en a qui vont apprécier le casque binaural et d'autres qui ne pourront pas travailler avec, ça va être trop compliqué. Il y en a qui vont travailler que en braille. D'accord. Voilà, c'est un peu, ce qui est bien, c'est d'avoir ces possibilités-là. Alors moi, tu me mets un casque binaural, je pense que je vais être vite perdu. Mais voilà, c'est une aptitude que tu as su développer, parce que d'un côté, si j'ai bien compris, tu entends l'ordinateur, de l'autre côté, tu entends le client, tu vas peut-être appeler un garagiste, voilà, un taxi, etc., etc. Tu dois faire un compte rendu sur ton PC pour pouvoir, enfin sur ton ordinateur, pour que une personne qui prendra le dossier après toi puisse avoir toutes les informations. Donc tout ça, tu arrives à le gérer de manière fine, ou est-ce que pour le client qui est en face, il se rend compte qu'il a affaire à un non-voyant, ou est-ce que c'est transparent pour lui? Transparent. C'est transparent. Et je tiens à ce que ça soit transparent, qu'il y ait une parfaite fluidité. Je suis constamment en train d'essayer de trouver des solutions pour être le plus efficient possible. Parce qu'il y a une... à titre personnel, il y a une qualité de service à rendre, et à titre collectif aussi. Et je me dis que c'est important à partir du moment qu'on a les outils, qu'on a trouvé les moyens pour faire en sorte d'accéder à l'information et de transmettre l'information, eh bien, faut y aller, faut rentrer dedans et faut faire en sorte que ce soit le
Voilà, le plus fluide possible, le plus... Non, ça c'est complètement transparent, ça c'est... Oui, de ce que j'en comprends, c'est si c'est transparent pour le client, c'est que derrière, tu as eu les bons outils, donc en termes d'accessibilité à ton poste de travail, l'entreprise a mis ce qu'il fallait, mais aussi, en plus, toi, tu as cette... je dirais que c'est certainement ta force, en tout cas telle que je le perçois, parce que c'est cette détermination, cette envie de faire que ce que tu apportes aux autres soit de qualité et qu'en plus tu as cette envie, ou en tout cas il y a peut-être aussi un côté plaisir, c'est certainement un de tes domaines que tu apprécies fortement, c'est d'aller chercher des solutions et de trouver des solutions, notamment par les applications, par l'informatique, etc., etc. Et ça, pour toi, c'est vraiment ta force ou enfin c'est tel que je le perçois. Bah, je suis très curieux et je me dis j'ai la chance d'avoir perdu la vue à cette époque. Pourquoi à cette époque? Parce que on parle de l'époque du numérique, de l'informatique et tous les développements qui vont autour. Et je me dis que pour améliorer mon quotidien, il faut que j'aille explorer tout ce qui m'est accessible, tout ce qui est possible pour avancer en fait, quoi. Que ce soit sur le numérique et qui va me permettre moi d'être le plus autonome possible. Donc ça c'est effectivement. En fait, quand on est curieux, qu'on trouve quelque chose qui nous convient, ça nous amène à être encore plus curieux. C'est un peu un vice sans fin, quoi. Ou une vertu sans fin, je dirais, dans ton cas. Ouais, c'est oui, c'est une saine curiosité, parce que tous les non-voyants ou déficients visuels ne sont pas allés dans cette dynamique-là, dans cette démarche-là. Et toi, tu le fais. Et en plus, j'imagine que ce que tu mets en place, du coup, va servir pour d'autres personnes qui seront peut-être non-voyantes dans l'entreprise ou déficients visuels. Je pense que avec un comportement curieux comme tu as, automatiquement, tu fais avancer les choses. Et ça a un impact aussi sur d'autres personnes, des collègues ou... Alors, quand je suis arrivé à IMA, il y avait déjà 3 collègues non-voyants, mais qui n'étaient pas passés par un cursus de formation comme moi, en fait, comme celui que j'avais suivi. Et par conséquent, ils avaient pas... Leur connaissance informatique était vraiment très simpliste. Voilà, on leur avait dit, tu tabules 2 fois pour aller sur le nom, 3 fois pour aller sur le prénom... Et là, moi, quand j'ai vu ça, alors surtout qu'en plus, il me restait encore un peu de vue pour comprendre comment était faite la page, etc. Et je me suis dit, non, mais là, c'est possible, il faut qu'on évolue pour que ce soit plus à l'aise pour eux, etc. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait, le fait de vouloir améliorer le système tel qu'il était, le développer pour qu'il soit plus efficient oui, mes collègues étaient quand même super ravis ils aient pu à compter, etc., pour savoir où ils en étaient à l'écran. Et j'ai essayé de transmettre au maximum tout ce que j'avais appris. Ouais. C'est chouette. Et du coup, tu as un rôle un peu référent dans l'entreprise ou tu es pas le seul à être dans cette dynamique et vous êtes plusieurs à contribuer pour les autres? Alors, on est deux non-voyants. Mais en connaissance informatique, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai des aptitudes, mais j'aimerais que quelqu'un m'accompagne. J'ai un souhait, c'est que tout le travail qui a été effectué jusqu'ici, on puisse le transmettre. D'accord, oui. Et l'idée, ça serait de rencontrer un non-voyant qui a suivi un cursus informatique comme le mien pour qu'il sache au moins gérer son clavier AZERTY. C'est le minimum, ça, dans notre activité en tant que non-voyant. On doit connaître son clavier AZERTY par cœur. Ça, c'est parce qu'on fonctionne qu'avec des raccourcis clavier. Tout le monde connaît CTRL-C, CTRL-V, CTRL-W, voilà, copier-coller, c'est les plus simples que tout le monde connaît, mais nous, on en a plein d'autres pour gérer la synthèse vocale, pour gérer les applis, etc. Donc voilà, le candidat, il faut qu'il connaisse son clavier AZERTY et l'objectif, ça serait de rencontrer, trouver ce candidat. Et moi, je serais très heureux de pouvoir transmettre tout le travail qui a été effectué, le travail que j'ai pu effectuer, mais aussi le travail collectif, parce qu'il y a eu une implication de l'entreprise, surtout ces derniers temps, du fait que l'entreprise est en perpétuelle évolution, doit s'adapter. Donc on est passé sur un nouveau logiciel. Voilà, sur lequel on a travaillé pendant 1 an pour le rendre accessible. Et là, c'est un travail qui a été énorme, où il y a eu beaucoup de services impliqués, etc. Et je pense que ça serait bien que l'on puisse transmettre tout ce qui a été fait, que ça n'a pas été fait que pour moi et pour ma collègue, quoi. Oui, mais espérons qu'on trouve une solution.
Et on va revenir tout à l'heure sur le défi à perte de vue, hein, quand tu grimpes le col d'Aubisque seul sur ton vélo, guidé par une autre personne. Mais cette notion de défi, j'ai cru comprendre qu'elle était déjà assez présente en toi, ne serait-ce qu'une anecdote, j'aimerais bien que tu la racontes, sur tu as un ami qui est aujourd'hui à la retraite, non-voyant dans l'entreprise, et un jour vous décidez d'aller tous les deux au restaurant d'entreprise, mais sans aucune aide. Comment ça s'est passé? Tu peux me raconter cette aventure? Pourquoi avoir eu envie déjà de partir comme ça? Enfin, déjà pour moi c'était un challenge. Ah oui, alors c'est lui, je pense savoir à quoi tu veux faire référence. Alors, il y a eu deux choses que j'ai vécues avec lui. Alors c'était un nouveau de naissance, donc il avait développé une reconnaissance de l'espace, c'est impressionnant. À l'époque, là où notre cantine d'entreprise se situait, il y avait des escaliers avant d'entrer dans le bâtiment. Escalier à monter. Donc on sort nous de notre bâtiment où on travaillait, donc je le suis avec sa canne, très bien lui. Et juste avant d'arriver aux marches d'escalier, il replie sa canne, il lève son pied, il a le pied sur la première marche. Je dis non mais comment t'as fait? Faut que tu m'expliques. Et là il me dit bah tu sens pas que le goudron ça remonte un petit peu? Alors moi il me restait un peu de vue, je regarde, je me suis dit est-ce qu'il y a un rapiessage de goudron qui fait que ça monte un peu plus, etc. Rien du tout, tout était uniforme sur le plan de la couleur, etc. Mais en fait, il ressentait ce léger dénivelé, il l'avait complètement intégré, et il lève le pied, il a le pied sur la première marche, quoi. Ça, c'était une première expérience. Et la deuxième, dans un couloir, et on est à l'intérieur du bâtiment, donc tout est fermé, il y a des ventilations internes, etc. C'est très, il n'y a pas de courant d'air. Il me dit, bah écoute, tu me suis dans le couloir et tu verras qu'à un moment donné. Avec vos cannes, vous vous orientez ou sans vos cannes? Alors lui, c'est sur la canne. D'accord. Et toi aussi? Moi, je voyais encore un peu, mais il me dit, tu fermes les yeux. D'accord. Ok. D'accord. Pour que tu puisses ressentir. Bah, je voulais apprendre, j'étais curieux. Donc j'essaie d'apprendre. Ah oui, j'ai appris, oui. Et je le suis dans le couloir, et le couloir, il tourne à l'équerre à gauche. Moi, je tourne pas, en fait, quoi. Lui, il avait tourné, et boum, dans une vitre. Et derrière la vitre, il y avait des collègues qui étaient en train de travailler sur l'informatique. Moi, je l'aurais fait comme ça avec les deux mains. Non, même pas peur, même pas mal, rien de grave. Bon, voilà. Et Jean-Claude, il me dit, mais t'as pas senti le courant d'air? Non. La vitre, oui, mais le courant d'air, non. Voilà, ça, c'était deux approches avec lui qui étaient très caractéristiques, et c'est là où j'ai compris que avant que je puisse acquérir ces compétences. Il y a encore du boulot. Ouais. Il y aura du chemin. Et c'est quoi ce courant d'air? C'est qu'il y avait les portes ouvertes? Non, mais lui le ressentait, moi je le ressentais pas. C'est-à-dire c'est le flux aérien? Peut-être le flux, la circulation interne, des VMC, etc. Dans ce couloir, il a peut-être ressenti. Mais lui, il a développé beaucoup plus que moi. Le toucher à la joue, la sensibilité sur la joue, le peu de différence de température, parce qu'on était dans un couloir, d'un seul coup on arrive, ça tourne à gauche, il y a peut-être une différence de température. Ah oui, ou c'est peut-être plus probablement encore plutôt que la VMC. Je dirais le fait d'avancer, tu déplaces une masse d'air et là, sans doute c'est comme un fluide, ça aussi, ça tape contre la paroi et ça lui revient sur l'épiderme. Ah, ça peut être ça absolument. Quand on était dans le couloir, il sentait effectivement qu'on était dans ce couloir, et quand il a senti qu'effectivement il n'y avait pas ce retour d'air, de brassement d'air sur sa gauche, il dit je suis arrivé, il faut que je tourne. D'accord. Ouais. Non mais c'est impressionnant, là c'est un autre niveau. Et en termes de challenge, tu m'as dit aussi que tu étais devenu sapeur-pompier. Alors sapeur-pompier pour les déficients visuels, c'est possible? Oui, alors on est d'accord que, oui, effectivement, une fois que j'avais terminé le reclassement professionnel, que j'avais mon job dans une belle entreprise et que j'avais un peu de temps, donc je suis rentré en 2004 chez Intermutuel Assistance, et en 2005 j'ai intégré le SDIS 79. Bien sûr, je suis pas parti au feu. Moi, l'idée c'était d'apporter une aide quelconque aux SDIS dans des missions temporaires. De là, j'ai intégré le SDIS en tant que sapeur-pompier volontaire, chargé de mission. D'accord. Alors du coup, quel était ton rôle? Alors principalement du travail informatique ou du phoning, mettre en place des
des projets. Il y avait un projet, par exemple, qui s'appelait la PRVC, Prévention des risques de la vie courante. Donc voilà, la direction demandait est-ce que vous pouvez le charger de mettre en place cette formation, donc trouver les différents intervenants, interlocuteurs, prestataires, qui va faire cette formation. D'accord. Et tu travaillais au SDIS ou tu travaillais chez toi à distance parce que Au SDIS, parce qu'à l'époque, le télétravail, c'était pas... mais ils avaient les outils, le poste informatique, il était correctement équipé pour que tu puisses travailler? Alors non, moi je suis venu avec un poste informatique que j'ai monté, enfin quand je dis j'ai monté, Ouais. un poste informatique où j'ai intégré dedans la synthèse vocale. D'accord. Voilà, je suis arrivé là-bas avec... Je comprends mieux, tout à fait. Ouais, ouais. Mais en tout cas, l'intégration, l'accueil a été facile. Ils t'ont ouvert la porte facilement ou tu as dû batailler un petit peu pour arriver chez les sapeurs-pompiers? Non, j'ai pas eu à batailler. Alors j'ai eu la chance d'avoir quelques relations qui ont permis de faire entendre ma demande, quoi. D'accord. Ça a été, j'ai eu une petite aide un petit peu à côté qui m'a permis d'accéder aux SDIS. Et, après, ça a été un épanouissement personnel et je pense collectif aussi pour tous ceux qui étaient autour de moi. Pour eux, ça a été un apprentissage parce que j'allais au sport avec eux aussi. Voilà, donc c'est chouette. Les sapeurs-pompiers, on reviendra tout à l'heure, mais je crois que tu vas les retrouver dans ta vie quelques années plus tard, parce que tu as pu les aider, mais quand tu as complètement perdu la vue, là, tu as arrêté, c'est ça, d'être sapeur-pompier volontaire? En fait, c'est pas le fait d'avoir perdu la vue que j'ai arrêté, c'est le fait que n'ayant pas de mobilité, quand je suis rentré au SDIS, c'était mon grand frère qui habitait pas très loin de chez moi et qui travaillait à la Camif, et la Camif à côté du SDIS, donc il m'emmenait, il me ramenait le soir. Et quand la Camif elle a fermé, ben, j'avais plus de quoi me déplacer. Donc après, ça s'est fait par un pompier du coin qui m'emmenait, après un autre pompier, etc. Et ça devenait de plus en plus compliqué, donc il y a un moment donné où Voilà, aussi. j'ai arrêté. D'accord, d'accord. Ouais, c'est plus une problématique de mobilité. Oui. D'accord. Et donc, les sapeurs-pompiers, quand je dis qu'ils vont revenir un peu dans ta vie, il y a ce fameux défi 2021 qu'on a appelé à perte de vue. Et donc, tu te lances dans cette aventure. Et comment tu es... Alors, cette aventure, c'était donc effectivement d'aller gravir le col d'Aubisque seul sur ton vélo, guidé par une personne qui est à côté de toi à vélo. Et comment t'es venue l'idée? Tu as parlé du reportage d'Yves Auberson qui a été le déclic. Mais quand tu as contacté le guide, je vais le dire, c'est moi qui ai été guidé, mais quand tu m'as contacté, tu étais sûr de toi à 100% que ça fonctionnerait, ou tu t'es dit, tu as des doutes, enfin tu savais pas trop et tu dis bah, je vais au moins essayer, on verra ce que ça donne, ou dans ta tête, non, c'était sûr qu'il y aurait une solution et tu la trouverais? Non, j'avais aucun doute. J'avais aucun doute, mais je voulais le réaliser. Et j'avais le choix entre... alors là, c'est un truc qui est extraordinaire parce que il faut effectivement... Alors l'idée, c'est d'être guidé à la voie. J'avais deux personnes. J'avais mon grand frère qui est un sportif de haut niveau, mais par contre les vélos c'est pas trop son truc, et un col, voilà, il se sentait pas trop. Et puis j'avais toi, avec qui on avait déjà expérimenté le fait de travailler ensemble sur une autre épreuve sportive qui s'appelle un running back. Et là à ce moment-là je m'étais aperçu que voilà, t'étais un véritable métronome, qui plus est un sportif de haut niveau, donc je me dis que de ce côté-là, j'aurais pas de souci pour aller grimper le col. Donc il me fallait quelqu'un qui soit un véritable métronome, qui soit carré, et qui sportivement aussi soit capable de monter l'Aubisque. Donc c'est comme ça que ça a démarré cette aventure. Et moi j'étais sûr que ça allait fonctionner. Et je me souviens de notre entretien téléphonique quand je t'ai appelé. Toi non plus, tu n'as pas hésité. Et moi, dans l'idée, c'était que je sois en vélo et que toi, tu sois dans une voiture derrière, style guidé à la voie, via haut-parleur, etc. Mais non, toi, t'as amené une valeur ajoutée. T'as dit, oui, d'accord, mais je fais à côté de toi sur mon vélo. C'était encore plus génial, quoi. Oui, parce que je me souviens maintenant que tu le dis, effectivement, parce que je me disais en voiture, s'il y a un caillou, un obstacle, tu ne les verras peut-être pas tous, ceux qui sont juste devant ta roue. Alors que quand tu es à côté, à vélo, tout près de toi, tu vois beaucoup plus de choses et la réaction est plus rapide, je pense. Ah, mais l'idée était plus chouette. Là, c'était vraiment une complémentarité. Et ouais, c'était bon. C'est comme ça que c'était le mieux. Et donc, parce qu'il fallait quand même que tu m'accordes cette confiance, et cette confiance, elle est vraiment venue lors de ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on avait vécu avant, le running bike à Mauzé-sur-le-Mignon, en 2019. Et c'est le fait que je t'ai accompagné et que tu t'es senti à l'aise que tu m'as accordé ta confiance? Ah oui.
Oui, parce que là, ce running back, on l'a réalisé, on s'est entraîné quoi, 10 minutes avant? Alors, je t'arrête, je te demande pardon. C'est juste que running bike, je pense que les auditeurs, tout le monde ne connaît pas. Qu'est-ce qu'un running bike? Oui, running bike, effectivement. Alors, running bike, c'est quelque chose, si je puis dire, que je regardais depuis un petit bout de temps à Mosée-sur-le-Mignon. Running bike, c'est quoi? C'est un couple de personnes qui partent pour un peu plus de 20 km. Donc, il y a un vélo pour deux. L'objectif, pendant qu'il y en a un qui court, l'autre est sur son vélo. Mais l'objectif, c'est qu'ils doivent arriver ensemble. Donc, c'est pas la peine que l'autre qui est en vélo roule à 30 km/h, parce qu'il faudra qu'il attende son collègue qui court. Et ils alternent, chaque couple s'organise, en fait. Hein. Il y en a un qui va courir 100 mètres, l'autre 200 mètres, et ils alternent, on remonte sur le vélo, on repart. Donc ça, quand on est non-voyant, je me disais, comment je vais faire tout seul sur le vélo, ça va pas aller. Et l'idée, en fait, c'était d'avoir un tandem. Et sur ce tandem, il me fallait un pilote. Et donc, en plus, c'était ton tandem, tu étais le pilote. Et c'est comme ça que c'est venu cette confiance, parce que lorsque c'était le moment pour moi de courir, le collègue qui, lui, venait de courir avant moi, se retrouvait derrière toi en tant que passager. Et moi, j'étais sur le côté du vélo, la main sur le guidon. Et quand je te disais ralentis un petit peu ou augmente un petit peu, tout de suite, c'était très réactif et c'était à bon escient. C'est là où je me suis rendu compte que tu avais une bonne gestion de tout ce qui était trajectoire et vitesse. C'est là où je me suis dit, avec Sébastien, je peux faire l'ascension de l'Obélisque, quoi. Ok, la confiance était là. Mais derrière, quand je t'entends, il y a quand même une fois de plus, cette volonté, cette détermination d'arriver à faire des choses. Parce que, quand je dis faire des choses, c'est dire que running bike pour un non-voyant, il y a combien de non-voyants qui vont se dire, de toute façon, c'est pas accessible, je vais pas me lancer dans cette aventure, je le fais pas. Point barre, ils vont pas aller plus loin. Toi, tu es quand même dans cette démarche de, bon, et s'il y avait une solution? Et là, tu vas chercher une solution. Et ce qui est chouette, voilà, c'est que tu trouves la solution. À perte de vue, donc le défi, faire l'ascension du col de l'Obélisque, c'est une première mondiale. Donc tu avais quand même, même que je t'ai posé la question, tu m'as dit, oui, j'y croyais dès le début, tu n'as pas eu de doute. Mais combien aurait eu cette capacité à se projeter et à se dire oui, c'est bon, on va y arriver. On part sur quelque chose qui n'a jamais été fait, il faut pouvoir le mettre en place. Tout n'a pas été si fluide que ça pendant l'aventure. Donc tu as quand même, pour moi, ce côté, être déterminé, avoir envie parce que tu sais où tu vas. Et c'est ça important, je pense que c'est une des clés pour pouvoir arriver à se dépasser. Si tu as juste un rêve, mais que tu n'y crois qu'à moitié et que surtout tu te lances pas, ça fonctionnera pas. Tu as quand même cette force-là, cette détermination, cette recherche de solutions. Et puis, on y va, on doute pas. Et ça, pour moi, c'est ta force. Alors vas-y, je t'écoute, oui. Le truc, si on veut vivre des émotions, parfois il faut s'y construire. Ça vient aussi dans le partage. Ça peut venir dans l'effort, ça peut venir dans la mise en place d'un projet, mais les émotions, elles viennent pas comme ça, quoi. Ça vient pas tout seul. Parfois, il faut aller les chercher, il faut les provoquer. Et en plus, on sait pas ce que ça va engendrer après. Mais après, quand on réalise un projet qui a été long à mettre en place, qui est parfois forcément bien entendu par les autres, etc., et qu'on finit par le réaliser, que ça marche très bien, on se rend pas compte de tout ce qui va arriver après, de tout ce tout ce que ça peut générer, développer, inspirer. Et ça, c'est formidable, ça. Après, quand on met un projet en place tel qu'à perte de vue, et qui continue à vivre, c'est quand même chouette. Tout à fait. Et oui, quand tu dis continue à vivre, parce qu'effectivement, on a eu l'opportunité d'aller partager cette aventure auprès de scolaires, auprès du tout public. Et puis sur les réseaux sociaux, quand on en parle, ça peut être impactant, ce reportage. Mais il y a aussi, j'aimerais bien comprendre comment je t'ai dit, tu n'avais pas douté, on y allait, mais quand même, dès la première séance d'entraînement, après 1 heure d'entraînement, on a l'impression que c'est fluide, que tu arrives à tourner à droite, à gauche. Alors on est sur un grand parking, pour être en sécurité, on n'était pas sur la route. Mais comment, il y a une chute, au bout d'1 heure, tu tombes. Et comment tu en viens à ne pas baisser les bras, à se dire, non, on n'y arrivera jamais, on voit bien que c'est pas possible. Il y a déjà une chute. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as envie de baisser les bras, ou tout de suite, tu n'as même pas cette pensée de baisser les bras, tout de suite, tu trouves la solution?
Non, mais alors, si tu évoques la chute, en fait, je m'inquiétais plus de l'état de mon vélo qui sortait juste de préparation de chez le mécano. Donc, je m'inquiétais plus de l'état de mon vélo que de moi-même. Mais j'ai eu aucune inquiétude et j'ai pas du tout pensé à renoncer ni quoi que ce soit. Je savais pertinemment que quand on partait sur un projet comme ça faisait peut-être 20 ans que j'avais pas fait du vélo et entre-temps la vue était partie. Je savais très bien que ça allait être compliqué. Donc Oui, pour moi, du moment que les choses étaient déjà bien éclaircies dans ma tête, D'accord. je Oui, savais où j'allais, pas forcément dans le trou, mais je savais où j'allais. voilà. Oui, là, t'es tombé dans le trou. Heureusement, sans gravité. Mais voilà, c'est quand même ce fait. Tu savais à l'avance que il y avait des probabilités de chute ou de petits pépins et que, voilà, Voilà, on partait d'une page blanche, donc et puis avec les éléments du moment. Donc, ouais, et puis ça, je dis on a appris parce que t'as été bon pilote et on a appris plein de choses, on a compris plein de choses ensemble. Pourquoi on est passé d'un guidon cintré à un guidon plat, pourquoi il y a plein de choses qu'on a fait évoluer. C'est quand même chouette ce projet parce qu'il y a la réalisation, mais tout ce qui a permis de le réaliser avant, quoi. oui, tout à fait. Et oui, ce que j'avais en tout cas noté chez toi, ou bien remarqué chez toi, c'est OK. Par exemple, la chute, OK, je suis tombé, mais pourquoi je suis tombé? Tout de suite, tu poses la question, pourquoi je suis tombé? Ce pourquoi, c'est juste pour aller analyser et comprendre et aller chercher la solution. Et comme pour le guidon plat, alors que pour ceux qui connaissent pas très bien le vélo, vous avez les guidons qui sont cintrés comme les guidons de vélo de course qu'on voit dans le Tour de France. Et puis vous avez les guidons plats comme sur les VTT. Et toi, tu as fait, quand tu as vu que que tu n'étais pas hyper à l'aise, enfin, tu as fait le choix de prendre un guidon plat pour avoir un meilleur maintien et un meilleur équilibre sur ton vélo. C'est mieux gérer ta direction, c'est bien ça. Ah oui, complètement. Ouais. Donc à chaque fois qu'il y a un obstacle, tu poses, tu réfléchis et tu avances. Et ça, c'est quelque chose qui te permet effectivement d'aboutir et de pas baisser les bras si ça marche pas tout de suite, et puis pas se dire je veux atteindre l'objectif tout de suite. Non, tu y vas étape par étape, et c'est en franchissant les différentes marches que tu es arrivé à ce challenge et surtout à le relever. Et donc là, en 2021, donc pour le relever, tu avais aussi besoin d'autres aides, et c'est là où on revient aux sapeurs-pompiers. Alors, quel a été le rôle des sapeurs-pompiers dans ton aventure? Alors donc comme on était dans le 64, Donc Pyrénées-Atlantiques. Pyrénées-Atlantiques, donc pour aller faire l'ascension du col de l'Aubisque, j'ai contacté les pompiers de la caserne de la Reims. Après c'est retourné, mon mail que j'ai envoyé est parti au SDIS 64. Je leur ai expliqué le projet, ce que nous avions l'intention de faire, qu'on aurait besoin d'un accompagnement. Je me souviens même d'avoir mis un peu sous le ton de l'humour, mais pas pour nous secourir, mais pour nous soutenir. Voilà, c'est sous-entendu, il ne va pas y avoir d'accident, tout va bien se passer. Et je suis tombé sur un homme formidable, le capitaine Claude Vidal, qui a échangé par mail, qui m'a laissé ses coordonnées téléphoniques. On a échangé par téléphone pour que je puisse développer un peu plus quel était l'objectif du projet, etc. Et après, on a eu un soutien logistique de leur part qui a été exceptionnel, que ça soit pour lorsqu'on a fait la reconnaissance, parce qu'on est parti quand même avant le 4 juin, on est parti, je crois que c'était le mois d'avant, on est parti faire une petite reconnaissance du début du col jusqu'à Aubonne pour savoir un petit peu ce qui nous attendait, ce qui nous a permis aussi d'apprendre plein de choses encore. Donc voilà, on a eu ce soutien lors de la reconnaissance et puis le soutien le jour J, quoi. Ils ont grimpé avec nous jusqu'en haut, ils nous ont accompagnés jusqu'en haut. Et tu les connaissais avant ou tu as juste envoyé un mail Non, je les connaissais pas. Tu connaissais pas. Donc et là ça s'est bien passé. Ils t'ont pas pris pour un fou, ils t'ont pas fermé la porte. Donc c'est ça qui est. Ils m'ont pris pour un fou, mais ils me l'ont pas dit. D'accord. Ils te l'ont dit après. Mais non, ils sont pas fermé la porte. Au contraire, ils ont trouvé que l'idée était super chouette parce qu'il y avait quand même plusieurs valeurs que l'on pouvait retrouver dans le corps des sapeurs-pompiers. L'engagement, le dépassement, le sport, etc. Donc c'était vachement en phase avec ce qu'ils représentent, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, les sapeurs-pompiers, au-delà de cette aventure que certains, voilà, je crois dans le reportage, c'est une idée complètement folle. Enfin, c'est une aventure complètement folle hein, quand on entend le reportage de France 3 qui raconte la perte de vue. Et tu as eu aussi l'opportunité d'être à nouveau avec les sapeurs-pompiers 2 ans après, en 2023, avec Cap Sans-Peur du Handicap. Et là, tu vas relever un nouveau challenge qui, pour toi, tu partais encore dans l'inconnu. Parce qu'il y avait une partie vélo à faire, donc c'était une aventure, hein, je raconte rapidement, avec les sapeurs-pompiers. On est des équipes mixtes, Andy et Valide, on se relaie à vélo de Parthenay dans les Deux-Sèvres jusqu'en Italie, tout près d'Aoste. Et puis ensuite, on va faire une ascension en haute montagne. On démarre aux environs de 3000 mètres d'altitude. On arrive au téléphérique et après, on franchit la barre symbolique des 4000 mètres d'altitude. Et ça, dans des parties rocheuses, glaciaires, enfin des chaos complètement improbables à traverser quand on est non-voyant. Et puis l'effet de l'altitude, tu avais différents paramètres qui ont fait que tu t'es quand même lancé dans cette aventure, tu as accepté d'y aller. Et comment tu l'as vécu? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire aussi, aller à haute altitude alors que tu ne l'avais jamais fait, avec les problématiques par rapport à tes yeux, les chaos rocheux, enfin voilà, c'était pas simple. Comment tu as vécu cette aventure-là? Oui, alors, oui, effectivement, c'était en 2 parties. La partie vélo, ça a été super sympa, jour et nuit. C'était. Cette fois-ci en tandem, je précise. Ah oui, en tandem, parce que qu'il fallait aller partir vite. sur des grandes distances, oui, puis là, on n'aurait pas pu partir sur des vitesses comme ça, oui. Oui. Alors, j'appréhendais effectivement l'ascension parce que je m'imaginais ce que ça pouvait être. Et il y avait 2 choses. Il y avait effectivement le problème visuel, la fragilité des yeux de par les œdèmes qu'ils ont dû aux différentes opérations. Donc il y a une certaine fragilité. Ils sont assez traumatisés parce que voilà, il y a 50 ans les opérations. J'ai un copain, il dit oui, c'était au marteau burin, c'était un peu ça, quoi. C'était pas si fin qu'aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc ils ont des traumatismes qui peuvent se réveiller. Donc j'avais un petit peu une appréhension de ce côté-là, donc je m'étais préparé par des traitements, etc., pour que ça se passe bien. Et après, la deuxième appréhension, c'était qu'est-ce qui m'attend dans cette ascension. Effectivement, quand je repense par où je suis passé, dans les roches, etc., et après les glaciers, voilà, au-dessus passer des crevasses, je me dis ouais, quand même, ouais. Et là, les sapeurs-pompiers, je me souviens quand tu étais dans les périodes, les passages les plus délicats, c'était un sapeur-pompier et un guide de haute montagne à côté de toi pour pouvoir t'aider. Mais malgré tout, si j'ai bien compris, ça restait quelque chose de compliqué, compliqué. En tout cas, qui te demandait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, de concentration. Chaque déplacement est une découverte. Chaque fois que je lève mon pied, que je dois le reposer, est-ce que je vais le poser à 10 cm de haut? Enfin, plus haut, est-ce que je vais le poser à 10 cm plus bas? Est-ce que ça va être un pont incliné, droite, gauche, avant, arrière, plat? À chaque déplacement de pas, c'est une découverte. D'accord. Et donc ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande d'être ouais, tout le temps vigilant pour éviter, ça peut être une entorse, etc. Dès que je sentais l'appui, voilà, il y a la proprioception qui se met en place pour gérer cet appui. Mais d'ailleurs, on a tous appris parce que effectivement, en montant, quand on a fait l'ascension, voilà, il y avait le guidage d'un guide qui était sur mon côté droit ou gauche, je sais plus, et qui essayait tant bien que mal de me guider. Pour eux, c'était aussi une découverte. Et quand on est redescendu, on a pratiqué autrement. J'avais effectivement un collègue pompier devant moi, et je me tenais avec les 2 mains à son sac à dos. Et là, ça me donnait un petit peu une idée de ce qui m'attendait. On montait, on descendait, etc. Je me sentais plus guidé de cette manière-là. Donc, on a vachement appris. Comme quoi. Mais en tout cas, voilà, si tu as appris parce que tu as, encore une fois, pris la décision d'avancer, tout simplement. Et non pas te dire, non, la haute montagne, c'est pas fait pour moi et je m'arrête. C'est ça qui montre une force qu'il y a en toi. Et ça montre aussi que voilà, c'est parce que tu as pris la décision de le faire que ça marche. Et finalement, tu n'es pas constitué différemment d'un autre non-voyant ou déficient visuel. Donc ce que j'entends par là, c'est que finalement, quand on se lance dans l'aventure, si on a envie, si on est déterminé et qu'on y va, on trouve des solutions.
En tout cas, c'est ce que tu démontres là. Ça veut dire que les ressources que tu as en toi, n'importe qui peut les avoir finalement. C'est une question de décision. Oui, c'est une question de décision. Après, ce qu'il faut respecter, c'est le choix de chacun. Bien sûr. Je me souviens qu'il y avait un formateur qui me disait très justement, lorsque j'étais à Nantes, parce qu'on parlait un petit peu des activités que l'on avait chacun, etc. Et puis il m'avait dit, alors Marc, c'est bien, tu fais du saut en parachute, tu fais ceci, tu fais cela. Il dit, par contre, voilà, quand tu es... reste mesuré quand tu en parles parce que des fois ça pourrait être mal interprété ou mal retransmis ou retranscrit si tu en parles à un ami qui va rencontrer un autre non-voyant et puis pensant bien faire, va dire bah moi je connais un non-voyant, il fait du saut en parachute, il fait du tandem, il fait cela. Mais c'est ce collègue non-voyant, lui, peut-être que sa vie lui convient et que c'est très bien comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais il a Là, le truc, il entièrement faut faire raison. attention, parce qu'on pourrait être maladroit et on pourrait mettre quelqu'un mal à l'aise en voulant bien faire, hein, en voulant. Je pense que c'est chacun sa personnalité, chacun. Moi, j'ai appris aussi de ce côté-là. Quand je rencontre un collègue non-voyant, j'écoute beaucoup, ça me permet d'apprendre et connaître un petit peu ses sensibilités, vers où il s'oriente, ce qu'il souhaite pas, etc. Et après, si je vois, je peux lui apporter mon aide, bah, j'y vais, quoi. Hmm. On est tous différents, hein. On est tous différents, ça, je suis bien d'accord avec toi, tout à fait. Ouais. Et si je reviens sur l'aventure à perte de vue, il y a une connexion, je n'ai pas pensé à t'en parler tout à l'heure, mais le col d'Aubisque. Donc le col d'Aubisque, c'est le col qui t'a été proposé. Et quand tu as su que c'était le col d'Aubisque, ça a ravivé un coin de ta mémoire et tu t'es souvenu que ce col d'Aubisque, finalement, pour toi, ça te parlait. Qu'est-ce qu'il avait pour toi de particulier, ce col-là, plus qu'un autre? Bah, tu te souviens qu'au début, quand on a parlé, j'avais été obligé d'arrêter mon apprentissage suite à la décision de la médecine du travail. J'étais rentré à la mission locale pour avoir des stages en entreprise, etc. Et il était prévu aussi un stage, je crois que ça s'appelait un stage d'insertion. On était quelques collègues dans la même situation que moi, quoi, jeunes, ils ne savaient pas trop quoi faire de leur peau, etc. Donc on était partis dans les Pyrénées. Et c'est quand même extraordinaire parce que j'ai des images qui sont fabuleuses. On avait fait l'ascension du col de l'Aubisque en vélo. Alors là, c'était des vélos, je sais pas combien ils pesaient, mais ils devaient certainement être très lourds. Il y avait porte-bagages devant, porte-bagages derrière. Mais je me souviens que moi, ça m'avait plu, ça m'avait énormément plu. Je m'étais arraché, j'étais arrivé premier là-haut, et pour dire que je redescends de l'autre côté, j'avais gravé dans les graviers, bien arrivé, je redescends. Et d'ailleurs, l'éducateur qui nous encadrait, il dit que c'était chouette, que j'avais marqué ça dans les graviers, personne ne s'inquiétait. Voilà, c'était un... Et ouais, ça m'est revenu, ça, effectivement, Aubisque, hein, boum, et alors j'ai retrouvé des photos de quand j'étais à la Reims, exactement. C'est des photos de quand j'étais en stage avec mes collègues et tout, donc ça se trouve sur ces photos, ça serait bien de redescendre à la Reims, d'aller voir les anciens, s'ils reconnaissent les lieux, etc. Et c'est assez chouette de faire un petit flashback, là. Et c'était le seul col que tu avais gravi Oui. avant, d'accord. Oui, parce que le vélo, c'est venu très tardivement dans ma vie. C'est venu très, très tardivement. Mais c'est bien présent. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de faire du vélo? Il y a eu deux choses. Il y a eu la passion du Tour de France, de ces gars qui souffrent, etc. Et mon frère aussi, qui s'était mis à faire du vélo à cette époque. Il y a bien longtemps, hein, parce qu'aujourd'hui, il en fait, il fait une sortie de VTT, il fait 20-30 km, mais voilà, il tape pas sur des gros parcours comme toi tu as connu, et moi aussi. Ces deux choses conjuguées, j'ai essayé, ça m'a plu, quoi. J'ai dit, mince, voilà, on m'a prêté un vélo, en fait. D'accord, On m'a d'accord. prêté un vélo, et j'ai dit, ah, c'est super chouette, ça, mais je découvre la nature, je m'en vais de plus en plus loin, ouais, je me défoule, ça me fait du bien, et ouais, je m'y suis mis de manière plus assidue après. Ouais. Et quand tu dis que tu t'y mis de manière plus assidue, quand t'as prêté un vélo, c'était un vélo ou un tandem? Enfin, un vélo classique ou un C'était un tandem? vélo classique, j'avais encore de la vue, hein, D'accord. c'était c'était en 80, fin des années 80 et D'accord. tout le long des années 90, ouais. Et après, comme pour la voiture, tu as arrêté, le vélo, tu as arrêté, en tout cas le vélo solo, et tu es passé au vélo tandem.
Oui, alors ça, c'est grâce justement à une belle rencontre quand j'étais au 10 79. J'ai rencontré un monsieur qui est un ami, Guy Vrignot, qui a terminé d'ailleurs en tant que pompier volontaire, qui a terminé commandant chez les pompiers. Il a fait plus de 36 ans de pompier volontaire. Et détour d'un couloir, on parle tous les deux de notre passion pour le vélo, parce que lui pratiquait beaucoup le vélo. Et, et je lui dis, ce qui serait bien, c'est qu'on organise un projet, faire le tour des Deux-Sèvres en vélo, et pompier, ça marcherait bien. Enfin, moi, j'étais plein d'étoiles, envie de plein de choses. Et là, il me dit, bah là, tu sais ce que tu me dis là, moi, j'ai déjà pensé, j'ai déjà réfléchi, et c'est déjà organisé. Ah bon? Et à l'époque, c'était sur disquette. Lui, il avait ça sur disquette. C'est pour dire que le truc, il l'avait travaillé depuis un bout de temps. Et la semaine suivante, il vient me voir dans mon bureau. Bon, il me dit, tu sais pas, le Tour des Deux-Sèvres, on va le faire. Et le Tournai, je l'ai trouvé. Et ton pilote, ça sera moi. Voilà comment Ouais. ça a démarré. Génial. Ouais. Voilà comment ça a démarré, le fait que je remette les pieds à la pédale. Ah, donc c'est un bel aboutissement parce que si Guy Vrignot était là aussi pour t'accompagner quand tu as. Il m'aurait pas proposé, j'aurais peut-être jamais refait du vélo de ma vie. Ouais. Et il était là au départ et il était là aussi pour à perte de vue. Complètement. Ouais. Donc Complètement. et très investi d'ailleurs. Ah ouais, complètement, ça, j'ai deux collègues, voilà, que ce soit Jean-Noël et Guy, donc, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a un ancien pompier, un ancien gendarme. Alors là, les deux corps, voilà, c'était super chouette, les deux m'ont super accompagné, Guy m'a prêté un vélo, justement, pour à perte de vue, pour essayer avec un guidon droit, Jean-Noël m'a accompagné lors de sorties où toi, tu pouvais pas être disponible, ça a été vraiment un accompagnement autour de moi qui était super chouette, quoi. Ouais, Et on est partis, tous les quatre, du coup, là-bas, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Guy, il y avait Jean-Noël, lorsqu'on est parti pour réaliser le projet, c'était chouette. Ouais, très présent. En tout cas, l'importance aussi des relations amicales que tu as pu nouer autour de toi qui sont un vrai soutien dans ces moments-là, quoi. Imagine, j'aurais pas décidé d'apporter une petite aide aux pompiers, aux SDIS, j'aurais peut-être jamais rencontré Guy Vrignot, j'aurais Ouais. peut-être jamais remis le pied à l'étrier. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, la vie, parfois, ouais. C'est comme ton père qui croise une personne lambda à la CPAM qui parle d'opération des yeux et ça a eu un impact très positif sur ta vie. Longtemps, ça t'a permis de pouvoir voir beaucoup plus longtemps que ça aurait été le cas sans Ah, opération. complètement. Mais c'est des rencontres fortuites, comme quoi la vie est bien faite quand on y regarde de près. Et j'aurais aimé, pour terminer cette émission, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont un rêve en tête, mais qui ont peut-être une peur X ou Y et qui se lancent pas et qui ne réalisent pas leurs rêves? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui as quand même été de l'avant plus d'une fois et qui a réalisé des rêves vraiment incroyables? Ah, je vais le dire avec humour, appelez-moi. Appelez-moi tout simplement. Ouais. Et une fois qu'ils t'appellent, qu'est-ce que tu leur dis? Oui. Je me déplace ou vous venez chez moi, on se met autour d'une table et on en parle. Ouais, c'est ça. Pour montrer, tu leur en parles parce que voilà, tu as pu le faire, pourquoi pas eux, tout simplement. Et puis je vais d'abord les écouter, savoir quel est leur projet, etc. Et je vais leur promettre de réfléchir pour les aider à le réaliser. Yes, super. Pourquoi? Parce que tu m'as aidé à le réaliser. Et c'est normal, ça. Moi, je souhaite que ça, moi, que un jour quelqu'un vienne me dire, tiens Marco, je voudrais apprendre l'informatique pour non-voyants, comment je peux procéder? Alors, je vais lui dire, on va commencer par le balbutiement, apprendre le clavier, etc. Mais ça me plairait de transmettre. Et moi, ce qui me plairait aujourd'hui, c'est de rencontrer quelqu'un qui est à un niveau supérieur au mien, et il doit y en avoir plein, mais qu'il y en ait un qui vienne travailler avec moi et que lui m'apprenne à son tour et que moi je lui apprenne aussi. Et que, voilà, une transmission et qu'on évolue ensemble, qu'on grandisse ensemble et qu'on devienne plus fort ensemble, c'est chouette. Ouais. L'idée, c'est ça. Et dernière question, tu as des nouveaux défis en tête ou pas particulièrement? Tu as des nouveaux rêves que tu veux réaliser ou pas? Ouais, il y en a. Ouais, il y en a toujours. Alors, il y en avait un, pour l'instant, qui est en stand-by, qui était parce que je pratique en termes de sport, je pratique le jiu-jitsu. Et cette année, je préparais à la fois la ceinture marron pour la passer au mois de fin juin, début juillet. Et je préparais aussi la ceinture noire. Et comme j'ai eu,
une petite intervention chirurgicale au niveau d'un œil, une greffe épidéliale, on appelle ça, c'est une greffe de cornée. C'est un peu remis en question le fait de continuer cet art martial, parce que si je prends un coup, mon ophtalmo, j'ai bien compris qu'il appréciait pas trop la demande. Donc pour l'instant, voilà, j'en suis là. Et après, il y a un autre projet. Je pratique le saut en parachute en tandem. Et en fait, ça fait longtemps parce que je regardais un petit peu mes petites fiches là dernièrement, mes petits mails, etc. Ça date depuis 2004 2004. que j'en parle. Alors c'est quoi? En fait, c'est de pouvoir sauter tout seul, pas en tandem, hein, sauter tout seul en tant que non-voyant. Alors jusqu'ici, j'ai eu beaucoup de refus parce que quand je retraçais un petit peu tout ce parcours, j'ai échangé avec les présidents de Fédé, etc. J'ai même sauté avec eux, je les ai bien connus. Ça a toujours été du refus. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait quelques portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a eu des exemples qui ont été trouvés aux États-Unis. Il y en a un ou deux qui, en tant que non-voyants, ont sauté. Alors, j'ai continué à poursuivre et je me suis renseigné auprès d'amis qui, eux, sont pros, sautent en parachute. Ils m'ont dit, mais attention, Marc, il faut pas, tu te compares avec ces deux Américains dont tu me parles, car eux, ils ont d'abord sauté en tant que voyants. D'accord. Donc, j'ai une approche complètement différente de toi. Mais ça n'empêche pas. Alors, ils m'ont carrément dit, tu peux pas les prendre comme référence. Ça pourra t'aider pour construire un dossier, mais tu peux pas les prendre comme référence, ils m'ont dit. D'accord. Bon, là, ils m'ont mis un coup de frein, les copains, mais c'est parce qu'ils connaissent leur domaine, hein, ils connaissent leur truc. Voilà. Ça, c'est un projet qui a été mis un petit peu en suspens parce que l'année était un peu compliquée par cette opération, et puis des choses un peu personnelles à gérer. Mais c'est pas quelque chose qui est enterré. Loin de là. Parce que les portes commencent à s'ouvrir, c'est peut-être maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Mais ce que je veux, c'est voilà, être bien assis, avoir terminé l'engagement que j'ai fait avec mon entreprise, etc. Tout ça, pour être sûr, moi, de me mettre dedans à 100%. C'était une année très chargée professionnellement. Il y a eu aussi un autre projet avec les pompiers cette année. Il y a eu une animation de mariage, il y a l'opération, il y a eu des travaux suite au séisme à la maison. Enfin voilà, c'était une année un peu compliquée. J'ai compris qu'il fallait que je pose les choses, que je pourrais pas tout faire, et si je veux tout faire, je peux pas tout bien. Oui, j'ai bien compris. Ce qu'il faut, c'est, comme tu dis, s'y consacrer à 100%. Ouais, surtout un projet pareil, il va pas falloir rigoler, quoi. Ah ouais, non. Il va pas falloir rigoler parce que d'abord, il va falloir convaincre, et après, il va falloir s'y tenir. Et pour s'y tenir, si le gars me dit c'est rouge, c'est rouge. Oui, d'accord. Parce que c'est lui qui connaît. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, l'important, c'est que tu continues à te projeter, avoir envie de vivre quelque chose, de continuer à rêver. Et au-delà de rêver, c'est d'y croire et de passer à l'action. C'est ce qui est le plus important, finalement. Oui, Alors, il m'arrive de vivre encore des émotions en écoutant des podcasts, des choses, etc. Bon, c'est plus l'image, hein, maintenant, c'est plus comme le fait de se placer devant un beau film. Voilà, si je te parle de La Ligne Verte, si je te parle de, voilà, Les Évadés, je te parle des films qui sont bouleversants. Je me souviens de ces images parce que je les ai vues. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ça n'existera plus. Même avec le description, il n'y a pas de secret, ça vaut pas une belle qualité d'image, une belle prise de vue. Donc, maintenant, il faut que si je veux vivre des émotions, des sensations, il faut que j'aille les chercher. Il faut que je les partage. Il faut que je sache les saisir. Et il faut que j'apprenne à lire, ce que je continue à faire tous les jours, à lire dans une expression verbale comme je ne peux plus lire dans les yeux. Eh bien, merci beaucoup, Marc, parce que ce partage, je l'apprécie fortement. J'espère que ça plaira également. Et de terminer comme ça en disant, voilà, finalement, ce que tu veux, c'est aussi à toi de te prendre en main et de le créer. Tu veux créer ces émotions, donc c'est à toi d'aller de l'avant. Eh bien, c'est un très beau message. Je te remercie beaucoup, Marc. Mais je t'en prie, Sébastien. À très bientôt. À bientôt.